Benjamin Glaise. Il est 8h32 sur Sud Radio, c'est l'événement du jour. Les trophées du commerce rendent leur verdict ce soir. Ce concours national qui vise à récompenser les commerçants qui innovent, qui s'engagent, ceux qui réussissent à dynamiser ou à redynamiser nos centres-villes et nos villages. Dans un contexte difficile, on va en parler, notamment dû à la concurrence avec les géants du numérique. Sud Radio, aux côtés des commerçants, et c'est tout naturel si nous sommes partenaires des trophées du commerce. Avec nous ce matin, Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des PME et de l'économie sociale et solidaire. Véronique Louwagie, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous serez présente ce soir pour la cérémonie, pour la remise des prix. Et puis avec nous également Alain Di Crescenzo, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de CCI France, à la tête du réseau des 121 chambres de commerce et d'industrie du pays. Vous êtes à l'origine de ces trophées du commerce. Je reviens vers vous dans un instant, mais d'abord un mot avec vous, Madame la Ministre. Situation des commerces en France, leur nombre qui a chuté 4% entre 2015 et 2020. Est-ce qu'on a réussi ces dernières années à inverser la tendance ? Écoutez, le nombre de commerces a baissé, mais les superficies ont augmenté. Donc il faut aussi mettre en avant ce qui est important. Effectivement, il y a une concurrence difficile qui s'établit, notamment avec le e-commerce, mais nous avons des commerçants qui innovent, qui prennent en compte l'ensemble des transformations qui sont demandées. Je pense à tout ce qui concerne les modifications de mode de consommation des consommateurs, également tous les défis numériques, les défis en matière d'environnement qui sont devant nous. Et nous avons des commerçants qui sont innovants, qui sont créatifs, qui sont passionnés, et il est très important de les soutenir, de les accompagner, parce qu'effectivement, ils sont le cœur battant de notre économie locale, de nos territoires. Ils structurent. C'est la vitamine même de nos territoires, de l'ensemble de nos territoires. Vous avez raison, cela structure nos villes, c'est un lien social important, et derrière, ce sont des emplois. Le commerce, au total, c'est 3,4 millions de salariés, commerce de détail et commerce de gros. Donc effectivement, il y a des modifications, il y a des transitions qui s'opèrent, mais je remarque que les commerçants se saisissent de ces opportunités. Voilà, ils sont créatifs, ils sont inventifs, et en tout cas, nous sommes là pour les accompagner. Il y a différentes dispositions au niveau de l'État. Je pense à tout ce qui concerne le soutien au commerce rural, où l'État vient de remettre 4 millions d'euros pour soutenir des initiatives financées. Ce sont 900 000 Français qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Je pense également au dispositif manager de commerce, manager de centre-ville. Ce sont 110 territoires qui vont pouvoir profiter de ce dispositif. Et puis nous travaillons sur un certain nombre de sujets. Je pense à tout ce qui concerne la reprise des entreprises, et notamment la reprise des commerces. C'est un enjeu. Effectivement, c'est un enjeu très important pour l'ensemble de nos commerçants. Tout à fait. Ouais. Ça veut dire que malgré le contexte, malgré cette guerre tarifaire avec les États-Unis et la Chine, malgré cette concurrence accrue de la part des plateformes de e-commerce, notamment asiatiques, vous restez tout de même optimiste aujourd'hui, Madame la Ministre. Oui, je reste optimiste. Certes, c'est difficile, mais il y a des chiffres qui sont devant nous. Nos commerçants sont résilients, en fait. Il y a une certaine forme de résilience, et je pense qu'il faut les accompagner. Il y aura d'autres mesures également. Je pense à tout ce qui concerne le Made in France que nous allons promouvoir. Et tous ces dispositifs doivent aussi être travaillés avec les élus locaux. Moi, je crois beaucoup à la synergie entre les élus locaux, parce que les difficultés ne sont pas forcément les mêmes entre une grande métropole, une commune en situation en ruralité, dans des zones urbaines. Enfin, et les maires sont les mieux placés, sans doute, justement pour faire en sorte qu'on ait cette vitalité du commerce en France, quoi. Oui, je crois beaucoup à cette association entre les élus locaux, les associations, unions commerciales et les commerçants eux-mêmes, et ensemble réussir à, je dirais, trouver les alternatives, trouver les bonnes solutions. Les situations peuvent être différentes au niveau de la circulation, au niveau de tout ce qui concerne le stationnement. Il peut y avoir des soutiens. On voit des collectivités qui aujourd'hui, d'ailleurs, investissent pour soutenir leur commerce avec des foncières qui peuvent exister. Je vois dans la région Normandie, il y a une foncière qui s'est mise en place pour soutenir et venir en aide pour acquérir l'immobilier. Vous voyez, donc ce sont ces initiatives, en tout cas, que demain, je vais lancer également dans le cadre du Conseil national du commerce, avec une charte ville commerçante, pour effectivement pouvoir répondre à ces enjeux, mais les adapter. Vous voyez, il ne s'agit pas de définir de manière verticale ce que nous pouvons proposer. Il s'agit de faire participer les acteurs pour apporter les bonnes solutions. Alain Di Crescenzo, je rappelle, un président de CCI France qui organise ces trophées du commerce. Vous partagez l'optimisme ici de la ministre ?
Je le partage parce qu'on a des chiffres qui corroborent ce que vient de dire la ministre. C'est que en 2023, c'était un peu compliqué. On a une petite régression à la fois en chiffre d'affaires et en volume. 2024, donc, on a une progression en chiffre d'affaires et le premier trimestre 2025, donc, est plutôt positif. Alors, c'est pas la grande croissance, hein. C'est entre 0 et 1%, mais en tout cas, si vous voulez, c'est de la croissance. Et puis, je confirme. Donc, ça dénote une forme une dynamique, en tout cas. C'est une dynamique, ça veut dire qu'il ne lâche rien. On parlait de résilience, il ne lâche rien. Et puis, quand on a la chance d'avoir ce tissu de commerçants, donc qui veut se battre, nous on est là pour les accompagner, ce qu'on fait au quotidien avec l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, cette volonté de promouvoir les innovations, les initiatives qui sont mises en place dans un certain nombre de commerces un peu partout en France. C'est l'objectif aussi de ces trophées du commerce. Quel type d'innovation on a par exemple parmi les candidats présents sur cette finale? Écoutez, je vous écoutais ce matin, juste avant mon émission, j'ai écouté la bijouterie Dominique Garcia, si je me trompe. Je crois que c'est celle-ci. Donc vous avez vu, c'est la digitalisation, c'est la façon de choisir des fournisseurs, d'avoir des créateurs. Tout ça, ça fait partie de l'innovation. Il y a deux types d'innovation. Vous avez de l'innovation technique ou technologique. Oui. Donc, et après, vous avez une autre innovation qui est pas assez utilisée dans notre pays, c'est la non technologique, c'est l'accueil. C'est ma vitrine, c'est comment je communique, etc. Et donc vous apercevez ça a toujours été le cas, ça a toujours été un enjeu. Qu'est-ce qui change justement là-dessus sur récemment aujourd'hui? Alors ce qui change, c'est que c'est la tension compétitive, la concurrence. Quand vous voyez que, je vous disais qu'on peut être positif, ceci dit qu'on est entre 0 et 1% de croissance, c'est pas comme 10% de croissance depuis plusieurs années. 10% de croissance depuis plusieurs années, c'est le commerce en ligne. Voilà. Donc il y a une véritable compétition. Il y a une compétition, on doit se le dire, entre le commerce de nos centres-villes et le commerce de périphérie, il faut se le dire, entre les gros et les petits. Et là-dessus, si vous voulez, ce qu'on essaie de faire, nous, Chambre de commerce et d'industrie, avec les dispositifs de l'État, c'est faire en sorte que chacun puisse vivre. Parce qu'il ne faut pas oublier la chose suivante, je crois que vous l'avez cité. Donc, si vous avez un no commerce land, c'est un no man's land, assurément. Ça veut dire que le dernier commerce qui quitte votre centre-bourg ou votre village, c'est la vie du village qui meurt. Et donc, on a cette problématique. C'est ce qu'on a pu observer avec des centres-villes désertés, où on avait de moins en moins de commerces. Des villages aussi où les commerçants devaient fermer boutique. On a l'impression quand même qu'on a une tendance inverse aujourd'hui, avec des commerces qui réinvestissent les villages, avec des commerces qui reviennent dans les centres-villes aussi. Vous savez, il y a un événement dont on doit tous se souvenir. C'est le Covid. Voilà. Ça a changé les états d'esprit. Ça a changé la façon de voir les choses. L'envie de faire du commerce de proximité, l'envie de travailler en circuit court. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de rebondir là-dessus. Parce que ce qui arrive une fois, je ne le souhaite pas, peut arriver. Et donc, il faut qu'on capitalise sur la proximité. La proximité, c'est la vie. D'ailleurs, le commerce, c'est la vie. Et ça sera sans doute le grand jingle qu'on pourra avoir ce soir. Et ben voilà. C'est important aussi de le dire. Tout simplement, l'innovation n'est pas réservée au grand commerce. L'innovation n'est pas réservée aux grandes villes. On a aussi des commerces qui innovent dans nos villages, dans nos centres-bourgs notamment, vous le disiez aussi. Oui, et sur nos marchés aussi, sur nos marchés de plein vent. Bien sûr. Moi, j'ai vu des parcours, le parcours du client sur un marché de plein vent. C'est assez innovant. On le voit sur des petits centres commerciaux, en centre-ville des centres-bourgs. Moi, je vois par exemple, chez moi, je vais le citer, j'ai un petit hôtel-restaurant qui s'appelle le Sainte-Germaine, donc qui est à Pibrac, qui fait des petites soirées, tapas, le week-end. Ça fait venir des gens. On voit des matchs de rugby, un peu moins de foot chez moi à Toulouse. Et voilà. Et donc, si vous voulez, ça crée de l'ambiance et surtout, ça crée le lien social. Et vous apercevez que pour nos plus anciens, si vous voulez, le fait de garder ce bar-tabac, ce multiservice que nous avons, ça permet de garder la vie. Ils peuvent venir boire un café. Et donc tout ça, c'est rassurant, ça leur fait plaisir. Et surtout, ça les maintient en vie dans nos villes. Alain Di Crescenzo, président de CCI France, vous restez avec nous. Véronique Louwagie, également ministre chargée du commerce, de l'artisanat, des PME et de l'économie sociale et solidaire. On continue dans un instant de parler de ces trophées du commerce et de tout un tas d'enjeux qui sont capitaux pour nos commerces. On va parler de transmission à ses enfants, de son commerce. On va parler également, pour le prêt-à-porter, notamment, qui connaît une crise sans précédent, de cette proposition de loi contre la fast fashion avec la commission mixte paritaire qui va arriver très rapidement à la rentrée. On va parler de tout cela dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Les trophées du commerce avec la remise des différents prix, ce sera ce soir à Bercy. Nous continuons d'en parler avec Véronique Louwagie, ministre chargée du commerce, de l'artisanat, des PME et de l'économie sociale et solidaire. Merci d'être avec nous. Merci également avec Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Avant de parler de politique et des différentes mesures mises en place par le gouvernement ou prévues par le gouvernement pour défendre nos commerces,
Un mot, Alain Di Crescenzo, sur la cérémonie. Ce soir, ce sera à Bercy. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette cérémonie? Ça va être une grande fête, ça va être la grande fête du commerce. On aura 21 nominés, 7 nommés ce soir, 3 associations de commerçants et 4 commerçants, donc en fonction des différentes catégories. Et donc ça va être la remise des prix et ça va être l'opportunité de célébrer ce commerce, encore une fois, de proximité et de faire en sorte de donner le moral encore plus à nos commerçants, d'avoir envie de se battre. Et je pense qu'il est important de donner des rôles modèles. Exemples aussi, voilà, c'est ça, des modèles. Parce que si vous voulez, dans les périodes un peu plus difficiles qu'avant, on peut se le dire. Donc on a besoin d'avoir des modèles, on a besoin d'avoir des images. Et ce soir, on va avoir 21 rôles modèles qui seront là, qui vont nous expliquer, qui vont s'exprimer. Et puis il y aura 7 grands lauréats. Et donc tout ça, ça va donner la fête du commerce. Mais encore une fois, c'est pas en un coup, c'est pas one shot comme on dit. Ça sera chaque année. Et puis on a une petite surprise puisque vous savez qu'on va continuer à travailler ensemble avec 40 portraits, justement des rôles modèles que nous aurons chaque matin sur Sud Radio. Plus de 40 portraits de commerçants, effectivement, pour les mettre en avant. Voilà. Donc mettre en avant, et venir inspirer. On a besoin d'inspiration. Et de modèles, d'exemples. Véronique Louwagie, alors on parlait beaucoup de l'innovation jusqu'à présent. Il y a aussi la question de la transmission qui se pose. C'est un enjeu majeur pour les commerçants. Certains estiment que c'est trop compliqué aujourd'hui de transmettre son commerce à son enfant. Il y a beaucoup d'obstacles qui se présentent dans ce cas-là. Que compte faire le gouvernement pour faciliter et donc favoriser les cessions d'entreprises au sein de la famille? Alors vous avez raison, c'est un vrai enjeu, puisque un commerce sur 4 dans les 5 ans qui viennent va se trouver confronté à un sujet de transmission. Donc il nous faut préparer, il nous faut accompagner, soutenir. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, je lance à Bercy, avec le soutien d'Éric Lombard et tout l'écosystème, dont les chambres de commerce et d'industrie, une première réunion pour établir une stratégie nationale. Il nous faut anticiper. Les cédants doivent pouvoir être identifiés, accompagnés dans les années qui précèdent la cession. Il faut également organiser un appariement entre les cédants et les repreneurs. Envisager dans ce cas-là? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, nous avons une difficulté pour identifier, préparer le cédant dans les 5 années qui précèdent la cession. Et on le sait, cela prend du temps, cela mérite d'établir un certain nombre de diagnostics, d'orientations. Il faut éviter également que les cédants refusent finalement d'innover, se privent d'investissement dans les dernières années parce que ça met la transmission en péril. Donc il nous faut préparer tout ça avec les acteurs. Il y a déjà un certain nombre d'initiatives locales qui existent, mais tout ça n'est pas forcément structuré. Et aujourd'hui, il y a des difficultés, puisque aujourd'hui, une entreprise sur 2 n'est pas reprise. Une entreprise sur 2, donc, cesse. Voilà. Derrière, il y a des véritables savoir-faire qui existent. C'est un enjeu également à un certain niveau de souveraineté industrielle. Et puis, il y a des emplois. Et c'est également, nous en parlions, la vitalité de nos territoires. Parce que ces entreprises, ces commerces, ils participent à structurer la ville, ils participent à établir le lien social. Donc, il y a un véritable enjeu. Nous allons donc travailler tous ensemble pour établir cette stratégie nationale, faire des propositions et identifier aussi localement pour que les cédants puissent savoir à qui s'adresser, parce que quelquefois il peut y avoir aussi une multitude d'acteurs et tout ça va permettre d'établir, d'éclairer et d'apporter une réponse structurée aux cédants et aux repreneurs. C'est la question de la simplification. Oui, vous avez attend dans beaucoup de secteurs et notamment dans celui-ci. Oui, tout à fait. Vous avez la question de la simplification. Il y a la question aussi de l'accès au financement. Alors, parce que nous savons que dans un certain nombre de cas, l'accès au financement est un frein. Donc nous devons apporter des réponses. Il y a, par exemple, moi qui suis ministre également de l'économie sociale et solidaire, je pense à tout ce qui concerne les SCOP, qui ne sont pas forcément toujours utilisés. Le cédant n'a pas forcément l'idée que cela pourrait être ses salariés, qu'au travers une SCOP puisse reprendre l'entreprise. Or, ces savoir-faire existent en interne. Et aujourd'hui, nous le savons d'ailleurs, beaucoup de Français ont un tempérament entrepreneurial. Donc il faut aussi peut-être soutenir ces démarches qui concernent les salariés. Il y a une petite musique qui revient beaucoup en ce moment, Madame la Ministre. Ça concerne le pacte Dutreil. Niche fiscale qui permet d'exonérer d'impôts 75% de la valeur transmise. On parle ici des transmissions d'entreprises familiales. Beaucoup demandent à réformer ce pacte. Est-ce que c'est envisagé de votre côté ou est-ce que c'est hors de question? Alors, je le dis, j'ai eu l'occasion de l'annoncer à l'événement Impact PME
organisé par la CPME il y a 15 jours, et Éric Lombard a eu l'occasion de le redire, le pacte du trail sera préservé. Et moi, je le soutiens de manière très importante parce qu'aujourd'hui, c'est un outil Donc pas fiscal. De plafonnement. Certains disent que c'est une mesure assez injuste puisqu'il n'y a pas de plafonnement. Pas de plafonnement prévu. Écoutez, vous savez, en France, nous avons beaucoup moins d'ETI, donc de grandes entreprises, qu'en Allemagne. Nous savons que pour transformer une entreprise de PME en ETI, il faut 21 ans. Et nous savons que à chaque fois qu'il y a une transmission qui coûte, cela prive l'entreprise d'investissement derrière et cela la prive de développement. Donc il nous faut soutenir tout ce qui peut aller en faveur du développement, de la transmission et du maintien des entreprises. Et derrière, ce sont aussi les maintiens des emplois. Donc le pacte du trail doit être préservé et il sera préservé, je vous le dis ici. Cela a été annoncé. Et aujourd'hui, nous avons un outil fiscal. Nous n'avons pas beaucoup d'outils fiscaux favorables à la transmission. Celui-ci en est un. Et en tout cas, moi, je le défendrai, je dirais, bec et ongles. Et je sais que Éric Lombard a annoncé qu'il sera préservé. Donc, cela peut rassurer l'ensemble des chefs d'entreprise. Venons-en, Véronique Louwagie, à cette proposition de loi contre la mode ultra éphémère. C'est ce qu'on appelle la fast fashion. Au départ, elle devait cibler les plateformes asiatiques de type Chine, Temu, AliExpress. Certains redoutent aujourd'hui que des enseignes françaises soient également frappées. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce qu'avec cette loi, des entreprises françaises devront payer des pénalités financières? Alors, cette proposition de loi de fast fashion a vocation à, je dirais, s'attaquer à la concurrence déloyale. Nous ne sommes pas défavorables à ce qui est de la concurrence, d'ailleurs, comme l'a dit Alain de Crescenzo, mais tout ce qui est concurrence déloyale, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des pratiques industrielles et commerciales qui ne respectent pas nos règles, cela doit être mis en cause. Et c'est l'objet de cette proposition de loi fast fashion pour s'attaquer aux plateformes asiatiques, il faut le dire. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un risque, suivant la définition du malus que certaines entreprises... Malus écologique, en l'occurrence. Voilà, de la fast fashion puissent être retenues. Je m'en suis entretenue avec un certain nombre d'acteurs. L'objectif est véritablement de s'attaquer à l'ultra fast fashion. C'est l'objectif. Nous allons retravailler avec les acteurs, avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher qui a pris en compte aussi cet élément pour faire en sorte que nos entreprises françaises soient préservées. C'est l'objet en tout cas de cette proposition de loi. Donc vous pouvez garantir que ces entreprises françaises, notamment dans le prêt-à-porter, avec cette inquiétude qu'il y a, contexte très compliqué, elles seront préservées, pas de pénalité financière dans le cadre de cette loi? Nous allons travailler ensemble pour une définition qui fasse que ces entreprises soient préservées et qu'on ne s'attaque pas à ces entreprises. Je rappelle que... Vous allez les recevoir d'ailleurs prochainement? Oui, je les reçois régulièrement. Ouais. Oui. Et c'est bien normal parce qu'il y a un véritable enjeu en matière de textile. Je rappelle que aujourd'hui 22% des colis de la Poste concernent 2 plateformes, alors que c'était simplement 5% il y a 5 ans. Voilà, donc il y a un vrai enjeu sur le textile et nous devons faire en sorte que nos fabrications, nos productions françaises, européennes, qui respectent les règles, nos commerçants puissent être protégés. Voilà, en tout cas, c'est l'enjeu et je suis déterminée à les aider, les soutenir dans ce sens. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, qui va instaurer une taxe à la Trump. Il appelle à la création d'une taxe sur les petits colis en provenance de Chine à hauteur de 100% de leur valeur. Est-ce que vous êtes favorable à cela, Madame la Ministre ? Écoutez, la France a porté dès le début de l'année 2025 au niveau de la Commission européenne une demande pour revoir le seuil d'exemption des droits de douane qui existent sur les colis de faible valeur jusqu'à 150 €. La Commission européenne a accepté de revoir ce dispositif qui normalement était prévu jusqu'en 2028 à l'aune de 2026 et a également envisagé d'établir un dispositif de frais de gestion sur ces colis. Donc ça, c'est en cours de travail au niveau de la Commission européenne. Ensuite, ce sujet doit être travaillé au niveau européen. C'est ça qui est important et donc nous devons une taxe ensemble... de 2 € pour chaque petit colis d'une valeur de 150 €, c'est de moins de 150 €, c'est suffisant selon vous? Et déjà mettre des droits de douane derrière, mettre des droits de douane. Moi, je réfléchis également à la mise en place de frais de gestion qui pourraient exister là au niveau français pour financer les contrôles de régularité et de conformité qui sont opérés par la DGCCRF, puisqu'aujourd'hui ces contrôles sont uniquement
uniquement financé par, je dirais, les citoyens français, les ménages et les entreprises françaises. Il faut que nous travaillions au niveau européen et effectivement atteindre aussi ces plateformes au travers d'autres procédés, tout ce qui concerne le numérique. Est-ce que ces plateformes respectent bien toutes les règles du DSA? Voilà, la Commission européenne s'est saisie de ce sujet à l'initiative de la France avec d'autres pays, et aujourd'hui la plateforme Chine doit répondre à un certain nombre d'injonctions qui ont été formulées par la Commission européenne. Je rappelle par ailleurs que suite à une enquête conduite par la DGCCRF, la plateforme Chine a été condamnée la semaine dernière à une amende de 40 millions d'euros en constatant que sur les offres de réduction de promotion qui étaient proposées, 57% de ces offres n'étaient en fait aucune offre de réduction ni de promotion. 19% de ces offres proposaient finalement des offres moindres que celles qui étaient annoncées, et que 11% qui étaient proposées comme des offres étaient en fait des augmentations de prix. C'est-à-dire que 87% des promotions et des annonces faites par cette plateforme n'en étaient pas. Donc j'alerte les consommateurs d'être relativement prudents vis-à-vis d'un certain nombre d'offres de promotion qui sont effectuées par ces plateformes. Alain Di Crescenzo, je rappelle, vous êtes président de CCI France. Difficulté en ce moment en termes de contexte, incertitude, c'est le maître mot aujourd'hui pour les commerces, avec notamment cette question du budget. On devrait connaître le 15 juillet prochain les grandes lignes, les grandes orientations de ce budget à venir. Cette incertitude, les commerçants s'y habituent ou pas? Mais on doit vivre avec l'incertitude, vous savez. Donc ça me rappelle un peu les taux d'intérêt. On était habitué à des taux d'intérêt qui étaient relativement bas, soit inexistants. Donc ça, c'était sur les 10-15 dernières années. Donc si vous regardez, il y a 50 ans, c'est tout à fait différent. Donc je crois qu'il faut vivre à l'incertitude. Ce qu'il faut, si vous voulez, et je n'ai suffisamment parlé à Madame la Ministre, c'est qu'à un certain moment, il faut bien sûr nous donner un cap, donc de façon à ce qu'on se prépare. Mais je crois qu'il faut être habitué à vivre avec cette incertitude. Regardez, Trump, c'est une incertitude. Regardez les conflits aujourd'hui géopolitiques que nous avons, c'est de l'incertitude. Il faut vivre avec. Si, quand vous avez de l'incertitude, si vous arrêtez de travailler, c'est fini. Voilà. Donc on doit gérer ce risque d'incertitude. Je voudrais peut-être revenir, si vous êtes d'accord, sur donc la transmission reprise et sur les enjeux. Vous voyez, sur donc la création d'entreprises, on a créé 1 million d'entreprises l'an dernier. Donc c'est 300 000 emplois sur 10 ans. La transmission reprise, c'est 700 000 emplois sur une période de 5 ans. Donc il y a des enjeux qui sont fondamentaux. Et revenir peut-être sur le commerce inégal, parce que c'est ça dont on parle, l'inégalité. Il y a un facteur que je voudrais souligner, c'est le temps. On n'a pas le temps. Donc j'ai bien compris l'Europe, j'ai bien compris ce qu'on veut faire nous de notre côté, mais sachez que nos commerçants, dans cette zone d'incertitude, de difficulté, n'ont pas le temps, donc il faut agir très vite. Et moi je pense que c'est pas un forfait qu'il faut mettre en termes de, entre guillemets, pénaliser ou taxes, c'est un pourcentage, et Bompard a raison, un pourcentage, parce que quand vous avez des produits qui coûtent 8 €, 2 € de plus, c'est pas sensible, vous voyez ce que je veux dire? Donc si par contre c'est un pourcentage, je pense qu'on peut retrouver un petit peu plus de marge de manœuvre. Véronique Louwagie, réaction là-dessus rapidement? Écoutez, il faut retravailler. Je rappelle que sur la proposition de loi Fast Fashion, c'est un montant qui, la première année, serait un malus de 5 €, qui augmenterait d'1 € par an jusqu'à 10 €, avec un plafonnement à 50% du produit. Donc déjà, si nous avons les frais de douane, si nous avons des frais de gestion au niveau européen, si nous avons ce malus français, je pense qu'on peut corriger, je dirais, cette concurrence déloyale, parce que c'est sur cette concurrence déloyale, sur ces différences de pratiques industrielles et commerciales qu'il faut effectivement intervenir et se battre. Merci beaucoup Véronique Louwagie. Je rappelle que vous êtes la ministre déléguée chargée du commerce, de l'artisanat, des PME et de l'économie sociale et solidaire. Merci à vous aussi Alain Di Crescenzo, président de CCI France, la CCI qui est à l'origine des trophées du commerce. Les lauréats dévoilés ce soir à l'occasion d'une cérémonie à Bercy. On aura l'occasion d'y revenir sur Sud Radio. Sud Radio, partenaire de cet événement, avec les commerçants qui seront mis à l'honneur tout au long de cet été, avec une quarantaine de portraits de commerçants à découvrir jusqu'à la fin du mois d'août. Merci à vous deux. Et très bonne cérémonie ce soir. Et vive le commerce. Et oui, vive le commerce. Merci. Dans toutes ses formes, le commerce. Merci à vous deux. Dans un instant, les infos sur Sud Radio et puis notre grand débat, on parlera de la police municipale.